Je ne crois pas que cette présentation a comme but de convaincre quiconque de bien fondé de boycott culturel universitaire. Et c'est pour ça que nous avons souhaité avec Armel faire cette présentation peut-être un petit peu plus courte qu'on fait d'habitude, depuis que le livre est sorti il y a un mois, et dans notre tournée en région, et plutôt entamer une discussion, je dirais presque une discussion de travail sur la base de ce que nous proposons dans le livre. Néanmoins, je veux un petit peu contextualiser l'écriture de ces livres et ses intentions. Je laisserai à Armel un petit peu exposer son intérieur pour ceux qui n'ont pas lu, ou même pour ceux qui l'ont lu, un petit peu le rationnel derrière cette écriture. D'abord, je pense qu'il faut rendre hommage à Éric Hazan d'ici La Fabrique. L'idée est venue de lui en nous proposant d'écrire un livre et surtout s'est concentré d'une façon très précise sur les boycotts culturels universitaires. Et les livres manquent beaucoup de choses qui sont au-delà ou en dehors de boycotts universitaires et culturels. On n'a pris que ces fragments-là parmi les 4 volets de la campagne qui sont l'économique, les culturels, l'universitaire et les sportifs. Donc on ne parle que de boycott universitaire culturel. Dans la tradition de l'édition La Fabrique, certains le savent que La Fabrique, c'est un petit nom qui a été donné il y a 20 ans pour une phrase plus longue qui était la fabrique des armes intellectuelles. Et dans les sillons de cette idée, c'est ça que La Fabrique publie, et c'est aussi l'idée qui est derrière ces livres, donner des armes intellectuelles, c'est-à-dire venir et dire au fond, il y a peut-être une lacune, il y a peut-être un manque sur les champs militants qui sont les armes. On est souvent à la défensive, on n'est pas peut-être assez à l'offensive, on a un manque. Et je dis on, puisque dans cette recherche, on a découvert des choses, ensemble et chacun. L'effet d'avoir, de maîtriser l'hébreu, être dans les documents israéliens, ne veut pas dire que je n'ai pas découvert de nouvelles choses. Et cette recherche, elle est importante sur les plans de principe, c'est-à-dire comprendre un système, comprendre un mécanisme, est déjà un point pour pouvoir les combattre. Et c'était ça c'est les livres, les faits, les moyens de réponse, les armes intellectuelles, les arguments, et on peut réfléchir après sur, au-delà des livres, sur les implantations, les implications sur les terrains. Le livre est parti avec les questions. Il est parti avec les questions que certains se demandent, et surtout les questions qu'on nous oppose. On nous oppose au plan général, mais aussi dans les quotidiens des militantismes, dans les discussions. Les questions sont d'ordre général sur le BDS lui-même, qui sont les fameux « Pourquoi Israël ?» et pas d'autres, qui est une question sur laquelle nous essayons de répondre, et donc non pas de la façon habituelle. C'est les questions qui sont plus précises sur les questions de boycott culturel et académique, mais qui restent d'ordre général, qui sont au fond, est-ce que la culture, est-ce que la science, est-ce que l'université ne serait pas au-delà des querelles politiques, serait au-delà de justement de la bagarre politique, est-ce qu'il ne faut pas laisser à la culture, à l'université, parce que toute action de boycott serait un entrave à la liberté d'expression, de création et de recherche. Ça, c'est des questions d'ordre général, et ces mêmes questions, comme on les pense dans les contextes israéliens et dans les contextes des conflits coloniaux israélo-palestiniens, on connaît ceux qui vont venir s'ajouter à ces questions qui sont, au fond, est-ce que c'est opportun de boycotter ce qui paraît, peut-être à distance, c'est où nous laisse entendre qui est une forme de, peut-être les dernières bastions d'un certain progressisme, une certaine ouverture, une forme d'un libéralisme qui existe dans la culture israélienne, les institutions culturelles israéliennes et l'université, et venir et mettre de la pression, parce que oui, il s'agit de la pression quand on parle de boycott intellectuel, de boycott culturel et universitaire. Eh bien, est-ce que ça sera opportun de mettre de la pression sur
cette minorité qui est celle qui est un petit peu mieux que les autres, et surtout, est-ce que ça risque pas à crisper les faucons, et ça peut avoir un effet inverse. C'est des questions avec lesquelles on travaille dans le livre. Évidemment, on ne fuit pas les questions qui sont liées à la spécificité, c'est-à-dire est-ce qu'au fond, il ne s'agit pas d'une campagne de singularisation, de stigmatisation d'Israël, et les fameux débats autour, au fond, est-ce que l'antisionisme et la critique radicale d'Israël, dont le BDS s'inscrit, ne serait pas l'antisémitisme? On laisse ça pour la fin, puisqu'on trouve que ce n'est pas la question la plus importante. On commence, si vous voulez, dans ces questions, et le livre est divisé en trois grands parties. La première, c'est l'insistance sur l'importance de boycott universitaire et culturel. L'importance, non pas dans sa importance, dans son égalité, ou dans l'enchaînement de différentes actions, il y a aussi le boycott universitaire et culturel. Nous soutenons à travers les livres, nous essayons de l'exposer à travers les mécanismes de l'État, qu'au fond, le boycott universitaire et culturel est dans les différentes actions de boycott, et c'est celui-là qui est d'abord celui-là qui fait le plus peur aux autorités israéliennes, et ce n'est pas par hasard, puisque c'est les maillons faibles. C'est les maillons faibles. Le président israélien déclare en mai 2015, et c'est les points de départ des livres, dans une conférence de presse avec les présidents des universités israéliennes, les boycotts universitaires est une menace stratégique majeure. Alors c'est intéressant, 2015, printemps 2015, la fin des négociations entre les puissances occidentales et les gouvernements iraniens sur les accords sur le nucléaire iranien. On se souvient tous, ça faisait 10 ans ou même plus que la menace stratégique majeure était le nucléaire iranien. Et ben voilà que le président de l'État, suivi d'un consensus absolu, c'est-à-dire si c'est le chef secrétaire général des partis travaillistes, bien évidemment le premier ministre Netanyahou, Yair Lapid et autres, tout le monde s'engouffre dans la brèche et dit oui, c'est le boycott culturel et universitaire qui est une menace stratégique, et nous voilà possédant dans notre main quelque chose qui menace autant que l'arme nucléaire iranienne. Il faut dire, c'est dans le cadre de la lutte non violente qui représente le BDS, posséder et avoir la conscience que nous possédons dans notre main quelque chose qui équivaut à l'arme nucléaire, c'est déjà pas mal. Et donc à partir de là, à partir de cette réflexion-là, c'est essayer de comprendre deux choses. Une, c'est en quoi il s'agit d'une menace stratégique, en effet, c'est-à-dire quelle fonction stratégique a l'université israélienne et la culture israélienne. Et ça, c'est la première partie des livres. On parle de cette menace, et cette menace, si le gouvernement israélien décide d'avouer d'une certaine manière qu'il s'agit d'une menace, ce n'est pas seulement pour lancer les plans de répression, qu'on les connaît et qu'on décrit ses racines, qui remontent déjà au début des siècles, je dirais, mais qui remontent d'une façon programmatique à 2010, dans lequel il y a une décision stratégique du gouvernement israélien de mener en parallèle à la fois la séduction d'un côté et la répression de l'autre, la répression sur le BDS. Donc, dans cette première partie du livre, on essaye de décrire les mécanismes intérieurs des systèmes de lutte du gouvernement israélien contre l'érosion de son image. Armel en parlera un petit peu plus amplement, mais aussi la coïncidence qu'il y a entre le lancement de la campagne offensive du gouvernement israélien, utilisant les universités et la culture comme une vitrine sur laquelle nous disons clairement les choses. Les boycotts universitaires et culturels est un pavé balancé dans cette vitrine qui sont justement les institutions culturelle israélienne et universitaire. Il ne s'agit pas seulement de décrire comment a été mise en place la réflexion stratégique israélienne et aussi la réflexion stratégique et la tactique, mais aussi passer et voir quels sont les moyens qui ont été mis en place par le gouvernement israélien à partir, oui, de 2005,
2006 plutôt, donc, qui coïncide exactement au moment de lancement de la campagne internationale de BDS. Donc clairement, les gouvernements israéliens courent après les succès de la campagne BDS internationale et surtout essayent de mettre en place une stratégie pour contrer ce qui aujourd'hui est dans un développement majeur partout dans le monde, qui est le boycott universitaire et culturel. Et en cela, la France garde sa réputation d'exception culturelle, et il faudra ajouter en l'occurrence exception universitaire, même s'il y a le travail unique et extraordinaire qui fait le HODIP, mais qui n'est pas malheureusement dû peut-être au contexte de la société française, c'est qu'on peut voir, surtout dans les campus américains, on peut citer 400 universités, associations universitaires, associations des étudiants et des cercles de recherche qui ont rejoint les boycotts universitaires et culturels. Ça, c'est aux États-Unis. On peut parler de l'Angleterre, de l'Espagne, de la Scandinavie. La France reste en exception. Donc ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie du livre, on parle dans cette réalité qui est la réalité universitaire, la réalité de l'Académie israélienne, du système universitaire israélien, des universités de recherche, et leur lien de responsabilité, comme a dit Ivar, qui n'est pas seulement le silence par rapport à l'université, la réalité de l'université palestinienne et la discrimination, mais surtout une collaboration active avec l'appareil sécuritaire, avec l'appareil militaire et avec l'appareil extrêmement important qui est l'appareil de la propagande. C'est-à-dire la réflexion de la lutte contre le BDS, elle est issue elle-même de cercles de recherche universitaire israélien. On a la partie sur la réalité sur l'université israélienne, puis sur la question fondamentale qui est la culture israélienne à l'export et le rôle extrêmement important qui joue un département, un département du ministère des Affaires étrangères, qui se trouve que c'est le plus grand exportateur de culture, vers l'étranger. On s'est fait plaisir, il faut l'avouer, n'empêche que ça a un lien direct. Dans cette partie dans laquelle on parle d'université de la culture et de la propagande, on parle d'université, on parle de la culture, et dans la foulée, on parle aussi de la gauche les camps de la paix, c'est-à-dire la gauche sioniste, les camps de la paix et les dialogues, qui sont les acteurs dont la vitrine, on peut dire, c'est les acteurs principaux de la vitrine. C'est eux qui détiennent, c'est les dernières bastions dans la société israélienne de la gauche sioniste, c'est l'université et la culture. Et les rôles joués par la gauche sioniste, à la fois dans la lutte contre les boycotts, mais à la fois dans les paravents pour présenter, contrer la critique, n'a paru très important. On termine le livre par une partie qui est, au fond, ces questions sur est-ce que le boycott d'Israël serait une campagne discriminatoire par rapport aux autres, mais on les lie à quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en France, pourquoi en France, quel est le rôle de la France qui joue, et quel est le lien, au fond, entre la persécution, la criminalisation de la campagne BDS et des mouvements BDS en France, et les liens avec la question de l'état d'urgence, c'est-à-dire la condition française, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend, et qu'est-ce qu'entend les politiques et l'élite en parlant de l'exemple israélien. Nous soutenons, et peut-être on aura l'occasion d'en parler, que la campagne BDS, sur le plan de principe, elle est au fond un boycott de l'exception israélienne. Elle est le boycott de l'idée de double exception israélienne, à la fois l'exception israélienne sur le plan international et le plan de relation avec les droits internationaux, donc c'est boycotter cette exception-là, mais c'est boycotter aussi l'exception, donc ça c'est boycotter les états d'exception avec grand E, et aussi le boycott de l'état d'exception avec petit E. En réalité, l'idée de la gouvernance d'état d'urgence,
je ne sais pas si beaucoup le savent, mais depuis 1950, le Parlement israélien vote tous les ans, reconduit l'état d'urgence provisoire. Ça fait depuis 50 ans. Tout ce que nous connaissons, dans les cadres de la colonisation, la répression, la discrimination, la ségrégation, et j'en passe, c'est fait dans les cadres de la gouvernance de l'état d'urgence. C'est-à-dire cette célèbre gouvernance d'état d'exception qui permet de garder une structure dite démocratique dans laquelle, à l'intérieur, il y a un régime non démocratique, militaire, totalitaire, dictatorial, comme vous voulez, apartheid. Dans tous les cas, c'est double cercle. On comprend que la campagne BDS, en s'attaquant à la fois à l'idée de la gouvernance d'exception et en essayant, et à la fois à l'exception sur le plan international d'Israël, elle représente dans sa forme militante une menace, justement, ces gouvernements, ces idéologues, ces responsables qui y croient à la gouvernance en état d'exception. C'est ça que nous entendons par l'exemple israélien. Au fond, qu'est-ce que l'exemple israélien? C'est la gouvernance par état d'urgence en permanence. C'est la gouvernance par état d'exception provisoire, un provisoire permanent.